Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus à Teens Up ce matin. Vous êtes donc dans le parcours Se connaître de Teens Up avec une conférence sur comment changer les visages de la réussite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Ségolène Bullel, Aria Ballo et Barry Sivalade. Ségolène, je voulais donc te présenter d'abord. Tu es la responsable de l'antenne Nouvelle-Aquitaine de l'association Article 1. Cette association œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, culturelles ou économiques. L'objectif étant que chacun, selon son potentiel, et non selon sa naissance, puisse prendre le pouvoir sur son avenir. Pour cela, Article 1 est un compagnon de route pour les jeunes de 15 à 25 ans, pour les accompagner pas à pas du lycée au monde professionnel. Ségolène, est-ce que tu peux me dire pourquoi cette association s'appelle Article 1 ? Oui. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à toutes et tous. Alors, c'est assez simple et en même temps, c'est assez fondamental aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été fondée en 1789 et qui dit, c'est l'article 1er, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Et donc nous, c'est à partir de cette déclaration, de ce premier article qui est quand même très fort, qui dit qu'en fait, on est tous libres et égaux en droit, qu'on a fondé nos actions en se disant qu'il fallait que cette égalité soit réelle, qu'elle ne soit pas que sur le papier. Et donc, en effet, aujourd'hui, on a voulu parler de ce sujet de changer les visages de la réussite. Je me permets d'introduire ce sujet. Pourquoi on l'a choisi ? Alors, c'est notre objectif à l'association Article 1. On est parti d'un constat qui est quand même simple, mais qu'il faut répéter encore et encore. Quand on regarde les jeunes qui sont en classe prépa, qui font des grandes écoles, quand on regarde les jeunes qui étudient jusqu'au bac+5 et au-delà, quand on regarde les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, quand on regarde les membres du gouvernement, ceux qui prennent les lois importantes dans notre pays, on constate qu'en fait, ils se ressemblent globalement tous. Ou en tout cas, que si on vient d'un milieu privilégié, si on est fils de cadre, fils de chef d'entreprise, on a de grandes chances, de très grandes chances nous-mêmes d'accéder à un milieu privilégié et de devenir nous-mêmes cadres, chefs d'entreprise. C'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. Et donc sur tous ces exemples, par contre, on trouve trop peu de personnes issues de milieux populaires. Par exemple, en bac+5, seulement 4% des étudiants viennent d'un milieu ouvrier non qualifié. 4%, c'est rien du tout. Et donc nous, c'est ça notre but, c'est de changer les visages de la réussite. Et pourquoi ça compte ? Et je ne serai pas très longue là-dessus. Pourquoi ça compte ? Déjà, c'est une question de représentation, de modèle. On a par exemple une femme qui est première ministre en France. Ça permet à des femmes de se dire « Ah, d'accord, peut-être que moi aussi, je peux accéder à une des fonctions les plus prestigieuses dans le pays. Je peux peut-être me lancer en politique, en tout cas. » Donc, ça permet aux gens de se projeter différemment dans la société, d'ouvrir les possibles. Et puis, par ailleurs, si on change les personnes qui prennent les décisions, si elles sont différentes, peut-être qu'elles prendront des décisions différentes. Imaginez un chef d'entreprise qui est en situation de handicap. Il est fort possible que l'une de ses priorités, ce soit de faire en sorte au moins que le bâtiment de l'entreprise soit accessible à tout à chacun et de recruter plus de personnes en situation de handicap. Donc c'est pour ça que changer les visages de la réussite, ça compte. Et nous, Article 1, à notre humble niveau, on essaie en effet d'accompagner des jeunes de milieux populaires pour qu'ils fassent des choix qui leur correspondent en matière d'orientation, d'études et d'insertion professionnelle. Je m'arrête là. Je ne veux pas être trop sérieuse trop longtemps. L'idée, c'est surtout d'avoir un échange avec Aria et Barry. Alors, je vais vous montrer. Alors ça, c'est effectivement ce qu'on fait, mais je passe. Voilà, nos jolis visages. Voilà. Peut-être en gros comme ça. Ouais, là, vous pouvez pas nous manquer. En vrai, c'est mieux. Et donc, effectivement, j'avais envie qu'on puisse échanger ensemble. Je trouve les parcours de Barry et d'Aria inspirants, et donc j'avais envie qu'ils puissent les partager avec vous. Je pense pouvoir dire que vous ne venez pas d'un milieu privilégié, mais que vous avez trouvé petit à petit une voie qui vous correspond. Moi, je suis d'avis même que vous êtes des modèles de réussite, mais peut-être que c'est pas votre vision. On pourra même questionner ensemble cette notion de réussite. Peut-être que vous vous retrouvez même pas sur ce que j'ai dit, la vision d'article 1. Tout ça, on va pouvoir en discuter. Du coup, je me permets de vous présenter et on va vous donner la parole sans plus tarder. Aria, toi, tu es entrepreneur, tu es à ton compte. Tu es consultante en RSE, c'est ce qu'on dit pour la responsabilité sociale des entreprises. Tu as 32 ans, tu es née au Cameroun.
Mais tu as fait une partie de ta scolarité en France, à Bordeaux et ensuite à Marseille pour l'école de commerce Kedge. Ouais. J'ai tout bon? Tout. Super. Donc ça, c'est Aria. Et Barry. Marie, du coup, tu es chercheur en histoire urbaine et sociale. Ça, c'est sérieux comme titre. Et tu souhaites lancer une thèse. Tu prépares une thèse. Tu es né et tu as grandi à Niort. Tu as fait tes études supérieures à Bordeaux, à l'université Bordeaux-Montaigne, et également à Atlanta, aux États-Unis. Tu as 25 ans. Ah oui, ça balance. Ouais. Super. Donc ça, c'est pour vos parcours. Alors, pour briser un petit peu la glace, j'avais une première question. Quand on est petit, on demande souvent aux gens, est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grand? Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez une idée de qui vous vouliez devenir, du métier que vous vouliez faire? Aria? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici et de partager avec vous mon parcours. Alors, quand j'étais petite, j'ai voulu faire tellement de choses. C'est passé par être tennisman, tenniswoman comme à l'époque Serena Williams. J'ai voulu être interprète de langue. J'ai eu énormément de panels de métiers que je voulais faire. J'ai voulu embrasser tous les métiers du monde et petit à petit, ça s'est précisé. Et toi, Barry, quand tu étais petit? Moi, quand j'étais petit, et tu parlais de sport, ça me rappelait ça. Quand j'étais petit, je voulais être Thierry Henry. Je voulais être champion du monde de foot. Ça n'a pas marché. Et après, j'ai voulu être archéologue. Je voulais trouver des dinosaures. En gros, je voulais aller creuser et trouver des os et des trucs comme ça. Et voilà, j'ai un peu évolué. Je suis resté dans l'histoire, mais j'ai un peu évolué. Et ensuite, est-ce qu'à 14 ans, parce qu'on a dans la salle, je pense, des jeunes qui ont 14 ans. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'à 14 ans, vous saviez ce que vous vouliez faire? Alors, à 14 ans, je crois que c'est à ce moment-là qu'on découvre le BDI, à l'époque, le Bureau de documentation et d'information, où on a quelques idées de métiers comme ça qu'on pouvait aller chercher sur ordinateur, avec des informations données par l'ONICEP, voilà, des organismes qui fournissent des informations sur tous les métiers. Et à ce moment-là, je crois que le métier d'interprète en fait par langue s'est précisé. Et il s'est tellement précisé que je me suis dit je veux devenir interprète par chuchotement. Et en fait, c'est des personnes qui sont en réunion, par exemple, et qui vont traduire d'une langue à une autre, à un dirigeant, à un cadre, qui sont en réunion et qui sont là en train de chuchoter à côté. Peut-être que vous avez déjà dû voir ça dans des séries ou à la télé. Et voilà le métier qui s'est dessiné petit à petit. Mais tu n'es pas devenue interprète? Pas du tout. Je me suis auto-censurée. Tu t'es auto-censurée. Tu vas nous expliquer. Et Barry, toi, à 14 ans, tu avais une autre idée de ce que tu voulais faire? Ouais. À 14 ans, j'avais commencé le rugby. Et du coup, je voulais plus être champion du monde de foot, mais champion du monde de rugby. Ce qui n'a pas non plus marché. Malheureusement. Et non, et après, je voulais fabriquer des fusées. Voilà. Moi, je voulais faire des fusées. J'étais passionné par l'astronomie. Pas l'astrologie. L'astronomie, et ouais, je voulais fabriquer des fusées. Ça n'a pas marché non plus. Très peu de choses ont marché dans l'ensemble. Mais tu t'es intéressé à l'histoire quand tu étais au lycée quand même. Ça s'est précisé comme projet. Ouais. En fait, je suis tombé sur une super prof d'histoire en seconde, qui était aussi ma prof en terminale, je crois, qui m'a un peu poussé et m'a montré les aspects intéressants de l'histoire qui étaient autres que 1914 ça, 1925 ça, etc. Et plus 1789, la Déclaration des droits de l'homme, etc. Et plus le fait que ça te permet de comprendre le monde de maintenant et comment on passe d'une époque à maintenant. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Merci. Aria, tu disais, je me suis auto-censurée quand tu avais cette envie de devenir interprète. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors déjà, j'ai maintenu en fait ce projet pendant très très longtemps, et quand j'ai commencé à chercher des informations sur les écoles qui permettaient d'accéder à ce métier, je me suis rendu compte que ça coûtait cher. Et puis je voyais déjà que avec ma mère, on avait du mal à joindre les deux bouts, et je me suis dit mais je vais pas lui imposer ça en plus. Elle m'a déjà inscrit dans une école privée. J'ai tout ce dont j'ai besoin, et je pense pas que sur mes études supérieures j'aurai l'opportunité de faire ça. Fin de l'histoire.
Non, et puis je crois que tu m'avais dit quand on avait échangé ensemble, il y a un moment aussi tu t'étais dit peut-être avocate, mais on t'avait dit pour être avocat, il faut pas être timide, et tu t'es dit alors dans ce cas c'est pas pour moi. Oui, absolument. En fait, je faisais de l'athlé quand j'étais à l'école et j'avais un prof de sport qui est devenu mon coach après quand je faisais des compètes. Qui m'a demandé un jour comme ça au détour d'un échange ce que je voulais faire après. Plus tard, j'ai dit je sais pas, peut-être avocate. Et il m'a dit mais tu sais il faut être vraiment un peu bavarde pour être avocate. Et j'étais pas du tout bavarde, j'étais très 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 timide, maladivement timide même. Et ça m'a, je dirais pas traumatisée, mais ça m'a vraiment travaillé l'esprit. Et je me suis dit mais s'il faut que je parle tout le temps, c'est certainement pas le métier pour moi. Pourtant, j'imagine, parce que toi, tu es dans le secteur des achats, oui. Tu as des clients, tu dois même trouver des clients. Donc, absolument. En fait, aujourd'hui, tu es souvent en contact des gens, tu parles... Je parle tout le temps. Tu parles tout le temps. Je ne fais que ça à longueur de journée. Et d'ailleurs, quand on doit s'appeler à chaque fois, je me dis... Ségolène, on n'a que 15 minutes et parce que j'enchaîne en fait des échanges avec des clients, avec des fournisseurs, avec tout type d'interlocuteurs. Et je me rends compte que c'est pas la mer à boire en fait de parler. Et j'ai écouté quelqu'un que je n'aurais pas dû écouter, quelqu'un que j'appréciais par ailleurs sur le domaine sportif, mais qui n'avait pas les compétences ni sur le métier ni ne me connaissait pas mieux que moi-même finalement. Et donc faut faire attention à ce qu'on absorbe de ce que peuvent nous dire les autres. Donc en tout cas, tu mentionnes 2 barrières financières et un peu une représentation de qui tu es qui font que tu as changé tes choix en cours de route. Oui, absolument. Et est-ce que l'un et l'autre, avec du recul, donc maintenant vous êtes un peu plus âgé, vous diriez que vous partiez du même pied d'égalité par rapport à d'autres jeunes de votre âge, Barry ? Alors, je pense que par rapport à certains, non. Par rapport à certains, j'étais désavantagé. Par rapport à d'autres, j'étais un peu avantagé quand même. Tu parlais de barrières financières. Moi, il y a un moment, j'ai voulu faire du journalisme. J'ai passé un concours pour entrer en école de journalisme. J'ai reçu la lettre d'acceptation avec écrit 7 000 € par an en bas. J'ai fait non. Du coup, je suis parti en fac d'histoire. J'ai voulu faire Sciences Po. J'ai voulu m'inscrire en prépa. J'ai regardé la petite lettre où ils disent 800 € en bas. Je fais non, du coup. Encore une fois, je suis allé en fac d'histoire. Là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu des parents, enfin une maman surtout, qui me supportait dans tous les choix que je pouvais faire et qui m'a soutenu à fond. Que je dis je vais partir en histoire, trop bien et tout. Elle m'aidait un peu à réviser, elle faisait ce qu'elle pouvait et tout, mais voilà. Mais là où j'étais désavantagé, c'est que mes parents n'ont pas fait d'études du tout. Mes parents n'ont pas le bac. Je pense que je suis le premier de la famille à avoir eu le bac. Et du coup, ils connaissent rien à ce qui se passe après le lycée. Même le lycée, mon daron, il connaît pas trop le lycée. Donc, ils savent pas trop ce qui s'y passe, ils savent pas trop ce qui se passe après, etc. Et du coup, je suis passé à côté de plein de choses qui existaient, mais que je connaissais simplement pas, parce que personne n'était là pour m'en parler. Et en plus, vu le milieu d'où je venais, il y a des choses dont on me parlait pas de base, parce qu'on considérait que c'était pas pour moi. Donc Sciences Po, par exemple, que j'ai découvert super tard, et un peu trop tard pour réviser, et etc. Les classes prépa aussi, tu m'avais dit, c'est seulement à l'université que tu as appris que tu aurais peut-être pu faire une classe prépa. Par exemple, faisons un test. Qui sait ici ce que c'est la classe prépa ? Il y a quelques mains, Classe prépa, je parlais dans l'éducation supérieure. Voilà. Moi, j'étais comme vous, je savais pas jusqu'à mes 22 ans quand j'étais à la fac, et qu'on m'a dit mais en fait ça te prépare à certaines grandes écoles machin, et je fais putain mais ça aurait été super, pardon, mince. Ça aurait été super bien de le savoir avant, parce que c'est un truc qui m'aurait intéressé. Voilà. Et là où je dis que j'ai eu un peu plus de chance que certains, c'est que j'ai quand même des parents qui me soutenaient dans ce truc-là. Et je me rappelle aussi, tu m'as dit, par exemple, quand c'était l'été du bac, tu travaillais durant ton anniv alors que tu voyais que les autres travaillaient pas. Ouais, ça c'était pas ouf, mais en fait, du coup, j'ai commencé à travailler à 17 ans et je travaillais tous les étés. Et comme tout, quand t'as moins de temps libre, t'as moins de temps pour penser à ce que tu veux faire, à faire des plans, etc. Et quand tu vois les gens qui se reposent l'été, qui partent, je ne sais où, en vacances pendant des semaines et des semaines, et que toi tu travailles, et le jour où t'as fini, le lendemain tu repars au lycée, après tu reviens, puis tu pars à la fac, tu reviens, etc. C'est assez compliqué juste d'avoir le temps de voir autre chose que ce que t'es en train de faire. Donc se projeter devient compliqué. Ouais, parce que même à la fac, tu devais travailler en parallèle. À la fac, je travaillais, j'avais genre 2 tafs pendant l'année avec la fac,
Et après, l'été, je travaillais plein temps de la fin des partiels jusqu'au début de la fac l'année d'après. Donc c'était pas facile. Enfin, c'est pas que c'était pas facile, c'est faisable, mais c'était. Mais t'avais pas la même énergie à dédier à tes études. C'est ça. Et je vais te poser la même question à Aria. Je précise juste à ce moment-là, parce que vous avez mentionné tous les deux les barrières financières. En fait, il faut aussi le dire, il existe de nombreuses bourses en France quand on n'a pas les moyens de faire les études qu'on veut. Mais souvent aussi, on l'ignore. Et puis, les écoles ont fait des efforts, peut-être depuis le moment où vous aviez postulé, et font en sorte que des étudiants boursiers puissent accéder plus facilement. Mais c'est important de le dire aussi à ce stade. Il ne faut pas, vous, que dans la salle, vous vous dites, dans ce cas, c'est pas pour moi. Il existe des bourses, mais il faut du coup se renseigner aussi, ce qui est pas toujours facile de trouver les infos. Aria, du coup, je te pose la même question. Est-ce que toi, tu considères avec du recul que tu étais au même pied d'égalité ? C'est une question difficile parce qu'en fait, je suis partagée entre mon parcours, entre le moment où je suis née au Cameroun et j'arrive ici, où j'ai quand même cette notion de reconnaissance sur des opportunités que j'ai eues, des études que j'ai quand même réussi à faire, que je n'aurais pas pu faire peut-être si j'étais restée au Cameroun, et la prise de conscience de certaines différences, voilà, sur mon origine, ma consonance pas tellement. On me prend plutôt pour une Anglaise souvent ou une Américaine par mon nom que pour une personne d'origine africaine. Mais je dirais que j'ai pris conscience en fait des inégalités, si on peut dire entre guillemets, de façon assez violente quand j'ai voulu changer de lycée pour intégrer un lycée où je voulais apprendre le chinois, puisque j'avais des facilités en langue et je voulais toujours en rajouter une couche. Et mon dossier quelque part s'est perdu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et je me rappelle avoir demandé à la cour de récré une fois à une autre fille qui était dans une autre classe de quatrième, est-ce que son dossier était parti. Elle m'a dit oui, je suis prise. On avait les mêmes notes et j'ai jamais compris. Et suite à ça, j'ai ressenti beaucoup de gêne en fait de la CPE, je crois que ça s'appelait à l'époque. Quand on s'est croisés à l'arrêt de tram, je me suis dit qu'il y a un truc, parce qu'en plus j'avais insisté pour contacter à l'école Montaigne pour savoir s'ils avaient bien reçu mon dossier, si je devais rajouter des éléments complémentaires et tout. Et ça a été la première grosse déception que j'ai eue vis-à-vis de l'école, mais c'était peut-être que vis-à-vis d'une personne. Je ne le saurais jamais, je ne l'ai jamais su. Et c'est une injustice que tu as vécue, en tout cas. Oui, je l'ai ressenti comme ça, comme une injustice. Après, mon père, à l'époque, pour me consoler, il me dit mais tu sais, je voulais apprendre japonais et chinois. Tu sais, le Japon, de toute façon, c'est une archipel. Hein, d'ici quelques années, ils vont disparaître, donc plus personne parlera japonais. Il y a encore des gens qui sont au Japon. Le Japon Tout à fait. Le pari n'était pas certain. Mais bon, je sais pas si ça m'a consolée à l'époque, mais en tout cas, ça a eu le mérite de me faire rire. Mais voilà, après, j'ai continué mon bonhomme de chemin sur autre chose. Et alors justement, donc j'ai dit tous les deux ce que vous faisiez aujourd'hui, toi Barry dans la recherche et toi Aria dans le secteur de la RSE à ton compte. Est-ce que vous avez eu quelques rencontres dans votre vie, des événements marquants qui font que petit à petit vous avez trouvé votre voie, puisque comme on se l'est dit, à la base vous aviez d'autres envies pour votre futur. Barry ? Ouais, moi j'ai eu, comme je disais, mes profs. C'est beaucoup de profs en fait. Ça compte, ouais. Les gens qui m'ont beaucoup influencé, c'était surtout des profs qui étaient super à l'écoute et qui étaient capables de soit prendre le temps pendant le cours ou en dehors de capter ce qui m'intéressait et de me conseiller, de me dire tiens, essaie de faire ça ou lis ça ou machin ou regarde telle vidéo quoi. Et là où j'ai eu beaucoup de chance ces dernières années, c'est que j'ai un prof à la fac qui m'a parlé des mobilités pour partir à l'étranger. Et donc, je peux revenir sur mon projet de recherche après. Bien sûr. En fait, moi j'ai fait une licence d'histoire. Et licence d'histoire, c'est super, mais c'est un peu frustrant parce qu'on parle que de France et d'Europe, c'est-à-dire France, Espagne, Allemagne, Angleterre, et pas du reste, tu vois. Moi, je suis franco-sénégalais, donc il y a un côté qui m'a un peu dérangé. Et même, il y a d'autres trucs qui m'intéressent dont on parlait pas, tu vois. Je me suis dit, en arrivant en master, on peut choisir son sujet de recherche. Je me suis dit, j'ai envie de parler de rap. Moi, j'aime bien le rap. Je vais parler de rap.
Et donc j'ai commencé à chercher ce qui était faisable. Je voulais faire l'histoire du rap, je crois que personne l'avait fait. Je me suis dit, ça va être moi, je vais faire l'histoire. Et mon prof m'a dit, mais en fait, tu sais, avec Bordeaux-Montaigne, la fac, tu peux partir en échange aux États-Unis. Genre, la fac a un accord avec la fac de Bordeaux, a un accord avec la fac, plusieurs facs aux États-Unis. Et tu pars, tu payes pas les frais de scolarité, tu payes rien. Et juste, tu payes ton billet d'avion, tu vas là-bas, et voilà. Et là-bas, j'ai rencontré plein de gens trop cool, dont un monsieur qui s'appelle David, qui est le directeur il travaille à l'ambassade de France là-bas, quoi. Et moi, donc, je travaille sur Marseille et Atlanta. Je parle du rap de Marseille et du rap d'Atlanta, et je dis comment ça peut se comparer, comment ça peut pas se comparer. Et je fais aussi une étude comparée des deux villes, de l'évolution des politiques de la ville, etc. Et hasard, il cherchait une ville pour faire un jumelage avec Atlanta, pour parler des cultures urbaines, dont le rap, par exemple. Et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et maintenant, je travaille plus ou moins, on en parlait tout à l'heure, c'est à faire, mais je travaille avec eux, la ville d'Atlanta, sur un jumelage Marseille-Atlanta, où j'ignorais on ça. envoie, c'est nouveau, bravo. où on envoie des artistes marseillais à Atlanta, des mecs d'Atlanta à Marseille, etc. Et on essaie de faire se créer quelque chose musical, entre autres, de ces échanges-là, quoi. Donc voilà, ces quelques personnes-là Donc quelques rencontres et le voyage. Malgré tout, a ouvert tes horizons. Aria, Tu peux répéter la question? Est-ce que certaines rencontres, certains événements marquants, par exemple durant tes études supérieures, ont fait que tu as trouvé ta voie, notamment dans le domaine de la RSE? Alors oui, la chance qu'on a effectivement, comme disait Barry, c'est que il y a beaucoup de personnes bienveillantes en fait parmi le corps professoral. Et moi, la rencontre qui m'a vraiment marquée, c'était mon prof de première, mon prof de lettres. C'était un monsieur vraiment exceptionnel, et c'est lui qui m'avait parlé aussi pour la première fois des CPGE, classes préparatoires. Comme tu le disais tout à l'heure, je ne savais pas du tout ce que c'était. Un jour, en faisant une présentation sur les études supérieures, il a marqué CPGE. Et je suis allée le voir à la fin, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire CPGE. Et donc il m'a expliqué, c'était les classes préparatoires aux grandes écoles, et il m'a dit tu devrais y aller, tu devrais postuler en fait. Et c'est grâce à lui que j'ai postulé, que je me suis retrouvée en Hippocane, et aujourd'hui encore je l'en remercie. Donc il y a eu des rencontres comme ça qui se sont faites dans l'école, et il y a également eu des rencontres à l'extérieur de l'école. Il faut savoir que ma mère, étant femme de ménage, elle n'avait pas vraiment de réseau. Lui parler de réseau, c'est absolument conceptuel. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'elle a toujours mobilisé autour d'elle des personnes pour me donner une information, m'orienter vers une lecture, m'abonner même à des revues, pour que je puisse me tenir informée de l'actualité. Et en fait, je pense que ça vient aussi de vous. Si vous êtes demandeur, vous allez toujours trouver une personne au moins autour de vous qui va vous orienter vers la bonne information, vers le bon abonnement. Ça a été le cas pour moi, vers ce que vous recherchez. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais pour moi, en tout cas, ça a été des rencontres aussi bien dans l'école que à l'extérieur. Ouais, donc les rencontres, et comme tu dis, une fois que tu te dis cette personne, elle a les informations, tu y vas, tu lui poses des questions, tu vas aussi, t'es dans une démarche active où tu essaies de comprendre. Tout à fait. Alors j'imagine que le temps passe. J'ai au moins une dernière question avant qu'on commence à prendre les questions du public. Je te redonnerai la main. Tout à fait, tu as encore le temps. Je parlais de réussite, changer les visages de la réussite. J'ai dit que pour moi vous aviez réussi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Est-ce que vous estimez, vous, là aujourd'hui où vous en êtes dans votre vie, et que vous avez réussi? Et c'est quoi votre vision, vous, de la réussite? C'est des grandes questions, hein. Faut être prêt, hein. Oh, je te laisse commencer. Vas-y, Aria. Je sais pas répondre à cette question, en fait. Et je pense que la réussite, c'est certainement un assemblage de beaucoup de choses. Et c'est un idéal, en fait, pour moi. C'est un idéal. Je sais pas si je me dirais un jour j'ai réussi. Je pense que peut-être que je prendrais des blocs de ma vie et je dirais tiens, dans ça, je pense que
Je me suis bien débrouillée, j'ai bien fait. Notamment pour les études, je peux dire que j'ai coché toutes les cases qu'il y avait à cocher. Maintenant, sur le plan professionnel, puisque c'est là où j'en suis aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un idéal. Et je ne sais pas si la réussite se définit par soi-même ou c'est les autres en fait qui estiment que vous avez réussi. Il y a cette double perception aussi, mais le petit danger de se laisser aussi dire par les autres si vous avez réussi ou pas, c'est qu'ils vont prendre leurs propres critères de réussite. Il y en a pour qui la réussite ça passe par le fait d'être riche, d'avoir de l'argent. Il y en a pour qui ça passe par le fait de fonder une famille, d'être heureux et d'avoir du monde autour de soi. Et d'autres, ça passe par le fait, je sais pas, de lutter, je sais pas, pour le changement climatique. Il y a des personnes qui sont à 200% engagées sur ça dans ces cas-là, je pense que vraiment la réussite, ça se définit en fonction de chacun, son parcours, de quel point vous partez et où est-ce que vous voulez arriver. Pour moi, c'est un idéal. Non, très clair. Et toi, Barry, ça t'inspire? Ça m'inspire. Moi, j'ai changé, enfin, je sais pas, ma définition de réussir sa vie, elle a changé pas mal. Quand j'étais au collège, au lycée, réussir pour moi, c'était faire mieux que mes parents, en gros. Dans le sens, mes parents, ils ont une vie qui est leur vie, quoi, qui est pas vraiment celle dont je rêvais. Et ils ont fait pas mal de sacrifices pour que je puisse aller à l'école, pour que je puisse aller au lycée, à la fac, etc. Et donc, pour moi, réussir, c'était en gros leur redonner ça, c'est-à-dire faire mieux qu'eux, comme ça, déjà ils sont fiers. Et ensuite, à un moment, je fais des sous et je peux leur donner des sous, quoi. Donc ça va sur mon deuxième point. Réussir pour moi, c'est être épanoui et arriver. Et il y a un petit côté financier, ça m'embête de le dire, mais il y a quand même un petit côté financier de avoir assez de sous pour vivre sereinement et vivre calmement, quoi. Sans avoir peur d'un coup dur ou quoi que ce soit. Et maintenant, ma vision de la réussite, ce serait plutôt, je pense que je considérerais avoir réussi ma vie le jour où j'aurais réussi à faire changer quelque chose qui impactera la vie de plein de gens. Le jour où j'aurais rendu la vie de plein de gens un peu meilleure. Tu vois. C'est pour ça que moi je fais un peu d'associatif et tout ça. Et je me dis peut-être qu'à un moment on arrivera à faire changer un petit truc, juste un petit truc, qui fera que la vie des gens en général sera juste 1% mieux que d'habitude. Et je pense que globalement, c'est comme ça que je vois la réussite en général. C'est si t'as les conditions réunies pour rendre la vie des autres et la tienne meilleure, là je pense qu'on peut dire que t'as réussi. Ouais. Et c'est vrai que vous êtes très humble, mais vous précisez pas que, en effet, vous vous engagez beaucoup tous les deux sur votre temps personnel pour rendre aussi ce que vous avez eu. Et c'est justement sur le sujet de l'égalité des chances, d'accompagner d'autres. Merci à tous les deux. Je sais pas si. Oui, merci la parole. beaucoup. C'est très inspirant vos parcours à tous les deux, et merci d'être venus témoigner. On va passer la parole à la salle. Si vous avez des questions pour Aria et Barry, ou même pour Ségolène, à propos de l'association Article 1, ils sont prêts à vous répondre. Allez, faut qu'il y en ait un qui se lance. Soyez pas timide. Voilà. Posez-nous des questions, même des questions nulles. Sinon, on va rester là 30 minutes à se regarder, ça va être long. Ça. Alors, on a 15 minutes, 15. Barry. 15, c'est quand même long. Ça va. Ou 10 petites c'est quand minutes, même en fait. Vas-y. Parle dans le micro. Vous avez déjà vu le rappeur Jul? Le rapport non, j'ai jamais vu. Mais j'espère bientôt. Je vais à Marseille la semaine prochaine. J'avoue, j'espère que je vais le croiser. Ça, ce sera un signe de réussite. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu des rappeurs, mais connus? Des rappeurs connus. J'ai vu Zamdan. Vous connaissez Zamdan? Non. J'ai vu La Fève. Vous connaissez La Fève? Ah, Allez. là c'est bon. Ouais, j'ai vu La Fève, ouais. Et à Atlanta, j'ai vu Futur. Vous connaissez Futur? Bah ouais, j'ai vu Futur, c'est tout. La classe. D'autres questions? Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la prochaine case que vous voulez cocher dans vos vies à venir? Est-ce qu'il y en a une tout de suite là, la suivante? C'est quoi? Une case à cocher. Moi, je sors juste de la fac, du coup.
Donc je prépare la thèse. Déjà, être pris dans une bonne école en thèse. Et puis avoir un travail, commencer à travailler. Et ouais, voilà, c'est ça la prochaine case, je pense. Commencer à travailler un petit peu. Parce que ça va faire 7 ans que je suis à la fac, ça fait un peu long, quoi. C'est le problème de la recherche. Hein. C'est le problème de la recherche. Moi, je pense que, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ça serait certainement d'insuffler du changement dans les entreprises, mais de l'extérieur. Parce que comme j'ai été salariée par le passé, j'ai vu un petit peu ce qui se faisait de bien et d'améliorable. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je veux me consacrer à apporter de la RSE dans les entreprises. Et je pense que c'est ma prochaine case, en tout cas à cocher dans l'immédiat. La mission que tu t'es donnée là. Oui, tout à fait. Vous avez fait combien d'années d'études? Combien d'années d'études? Ouais. J'ai fait 4 ans de fac, parce que j'ai raté la première année, parce que je suis arrivé à Bordeaux, c'est la première fois que j'avais un appart. Voilà, vous savez comment ça marche. Hein. Donc j'ai raté la première année, après j'ai refait 3 ans de licence, donc 4 ans. Ensuite j'ai fait un master, donc 2 ans en plus, ça fait 6. Et ensuite j'ai fait un deuxième master. Donc, mais en fait, quand tu fais un master genre en histoire et tout ça, si tu veux faire un deuxième master, t'as juste à faire la 2e année. Donc j'ai fait la 2e année. Et du coup j'ai fait 7 ans. Et là c'est ma première année sans fac. T'es pas obligé de faire 7 ans. Hein. 2, 3 c'est bien, même 5 c'est bien, mais t'es pas obligé de faire 7. T'es en train de compter, Aria, ou Oui, c'est ça. Ah. Moi, j'estime que j'ai 32 ans d'années d'études parce que on apprend tout au long de la vie. J'arrête pas. Oui, Elle a 32 ans. j'arrête pas d'apprendre et je pense que j'ai 32 ans d'années d'études. Mais si on parle des études vraiment sur le plan très classique, le master 2, c'est quoi? C'est 5 ans. Ouais, Plus c'est une ça. année de césure en école de commerce où je suis partie où j'ai travaillé, je suis partie en Allemagne, c'est 6 ans. 6 ans après les études supérieures. Parce que s'il faut compter tout, trop long. Ah, il y a une question par là-bas aussi. J'avais une question pour Aria. Ça veut dire quoi RSE? La RSE, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un grand mot pour dire qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises, y compris moi, toute seule dans ma petite entreprise, quand on a des activités, en fait, on a des impacts en fait sur l'environnement, sur les personnes avec qui on travaille. Sur le plan de l'environnement, par exemple, si je sais pas, je prends l'exemple de la mode, puisque c'est le cas, un des cas sur lesquels je me suis intéressée récemment. Quand ils produisent des vêtements, ils ne les produisent pas en fait ici en France. Ils les produisent à l'étranger, ils les produisent en Asie, ils les produisent dans d'autres continents. Et il peut y avoir des déversements, par exemple, de produits chimiques pour délaver nos jeans. Ces produits chimiques qui sont versés dans les eaux, qui sont versés dans la nature. Et donc ça génère des impacts. Et ça fait que les populations locales qui vivent autour de ces rivières, de ces cours d'eau, elles peuvent pas avoir une eau potable pour s'en servir comme nous on le ferait ici. Donc la RSE, ça vient... c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Hein. C'est une responsabilité des entreprises pour Oui, c'est ça. quelque chose de... Pour qu'elles prennent en compte les impacts négatifs qu'elles peuvent avoir et agir là-dessus pour qu'ils soient de plus en plus neutres, au moins, en effet, voire c'est positifs. le fait que l'entreprise prenne conscience de ces problèmes-là, parce qu'il y en a qui veulent pas en entendre parler, qui veulent pas le voir. Et c'est le fait que l'entreprise, par exemple, se dise OK, je délave des jeans, je déverse des produits chimiques dans la nature, mais je m'en rends compte et maintenant je veux prendre des mesures pour régler ce problème. Est-ce que c'est clair? On a une autre question là. C'est quoi que vous voulez faire plus tard? Genre vos projets ou
dans votre travail ou autre chose? Je sais pas. Non, honnêtement, je sais pas. Moi, la recherche, j'aime bien la recherche. Alors, la recherche, tu te poses une question, tu cherches pendant des années dessus, t'écris tes résultats, après tu fais un livre et tu le publies. C'est intéressant. Moi, je me vois pas faire ça à plein temps toute ma vie. Mais voilà. Et sinon, vraiment, je sais pas trop. Hein. Vraiment, je sais pas. Je travaille de plus en plus sur les politiques de la ville en général. Donc, je commence à me dire que j'aimerais bien travailler dans l'urbanisme en général. Comment on fait une ville, quels sont les enjeux de rénover un quartier ou un truc, tu vois. Mais sinon. Mais tu n'es pas inquiet, en fait. Non, ça de va. ton Je sais que ça avenir. va venir. En fait, moi, je pense que en fonction des rencontres que je vais faire, etc., les conseils qu'on va me donner. Les personnes que je vais rencontrer, etc. Je vais finir par trouver un nom de taf qui va m'attraper de suite, tu vois. Et tu fais confiance un peu aussi à la vie. Ouais, je fais confiance aux astres. Aux astres. Et Aria, pardon, je crois qu'il y aura encore une autre question après, mais toi, tu sais En fait, c'est au gré des rencontres que je pense que ça se définit. Parce que les choses que je fais aujourd'hui, je ne les imaginais pas, par exemple, hier, où je les imaginais autrement. Et c'est vraiment quand je rencontre quelqu'un qui me donne un conseil, qui me donne une information, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a une opportunité de faire quelque chose d'intéressant sur ça, et je prends une décision. Mais du coup, moi, j'aimerais vous dire, je sais pas si dans la salle, vous savez tout ce que vous voulez faire à votre âge. Mais si vous le savez pas, c'est pas grave, comme vous le voyez. Et en plus, on peut se réinventer en permanence. Parfois, on a des opportunités, même professionnelles, et ça veut pas dire que ça nous plaît tout de suite, mais ça nous permet d'apprendre des choses sur nous, sur les compétences qu'on a, les choses au contraire qu'on n'aime pas trop faire. Donc, faut pas aussi que ça vous inquiète en permanence. Il faut un peu dédramatiser ce genre de sujet. Et ne pas aller vers les autres, hein, parce que c'est les rencontres qui vont nous mener. Ouais. Comme vous l'avez fait aujourd'hui d'ailleurs, venir à nous et rencontrer Aria et Barry. Ah oui, il y a encore une question, je crois. Est-ce qu'il nous reste une dernière question peut-être? Mais il y en a même plusieurs. Ouais, derrière. Vous avez rencontré des difficultés? Les difficultés. Des difficultés? Oui. Oui, non, si, des difficultés, oui. Comme je disais, moi, je travaillais à côté de la fac, donc réviser, c'était un peu galère. J'avais pas trop d'aide à la maison, tu vois. Des fois, à la fac, il y en a qui ont des potes. J'ai des potes, leurs parents, ils ont fait des études, des machins. Et du coup, ils peuvent faire l'équivalent des devoirs, en fait. Avec leurs parents, ils peuvent les aider, etc. Moi, j'avais pas trop tout ça. Et du coup, il y a des trucs que je ne comprenais pas. Des fois, je regardais des trucs, il y a des mots, je captais pas. Enfin, donc ça, c'était un peu compliqué. Et sinon, les difficultés, c'est surtout lié au temps. Enfin, le fait d'avoir un ou deux travails à côté, ça, c'était un peu compliqué. Aria? Oui, j'ai j'en une ai question. rencontré plein. J'ai rencontré, oui, plein de petites difficultés. Et en fait, ce matin, par exemple, je me suis perdue pour retrouver le lieu. Donc, mais je dis ça pourquoi? Pour dire que parfois, ce sont les difficultés qui vont te faire grandir et qui vont te permettre de pas avoir peur de certaines situations. Moi, je le prends comme ça. Et t'as trouvé finalement la bibliothèque. Oui, grâce à l'aide de tout le monde. Et tu es bien contente d'être ici. Ah oui, ah oui. Il y a une question au fond et une question au devant. Je voulais vous poser la question sur Aria Balou. Elle se dire quoi, fondatrice Tisma Case? Alors, fondatrice, ça veut dire que c'est moi qui ai créé la société qui s'appelle The Smart Keys. The Smart Keys, ça veut dire les clés intelligentes en anglais. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous êtes bien payé? Comment? Est-ce que tu es bien payé? Ah, La question importante. bonne Ça, question. c'est important, ouais. C'est une super question. Je me paye moi-même. Elle est à son compte. Tu n'attendais pas cette réponse? Oui, j'estime que je suis
bien payée parce que je me paye moi-même, mais c'est une paye qui est définie aussi avec mon expert comptable. Je n'ai pas décidé comme ça que j'allais me verser tel salaire. On a défini un salaire en fonction des objectifs que je donnais à ma société, qu'est-ce que je voulais payer aussi comme impôt, parce que quand tu te verses un salaire, bah, tu verses aussi un petit peu à l'État. En fait, c'est la personne juste à droite de moi, il pose la question combien vous gagnez de l'argent? Combien vous êtes payé? Combien je gagne d'argent? Oui. Alors, sur la première année d'activité, par exemple, j'ai créé la société en 2021 et j'ai eu la chance ou l'opportunité de remporter mon premier contrat ici à Bordeaux parce que j'ai fait toutes mes études à Bordeaux. Je suis allée travailler à Paris, étudier à Marseille, etc. Et en revenant, j'ai eu mon premier contrat et là, sur la première année d'activité en chiffre d'affaires, je suis autour de 100 000 euros. Et ça, c'est son chiffre d'affaires. Ça, c'est mon chiffre d'affaires. Attendez. C'est pas mon salaire. Mais pour une première année d'activité, c'est une grande réussite en fait. Je ne sais pas si c'est une réussite. Si on regarde que l'aspect financier, en effet, et si on regarde le fait que je suis seule, en effet, c'est ce qu'on peut se dire. Mais ça reste un chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui passent dessus. Bien sûr. Et je l'ai appris à mes dépens. Donc, la deuxième année, il y a des choses que je ne ferai pas de la même manière. Ouais. Ah, tu as créé les discussions dans la salle. On prend une dernière question? Oui, devant. Voilà. Du coup, est-ce que, grâce à votre parcours, vous avez voyagé où? Vous êtes allé où? Vous avez visité? Tu es allé où? Moi, j'ai voyagé pas mal aux États-Unis, du coup. Je suis parti à Atlanta il y a 1 an. Je suis rentré il y a 1 mois. Et du coup, j'ai voyagé toute la côte est des États-Unis. Chicago, New York, Miami, tout ça. Donc ça, c'était cool. Et en France aussi, pas mal. Je suis allé beaucoup à Paris et à Marseille, du coup. Et je crois que c'est tout. Ouais. Aria? J'aurais bien aimé visiter les États-Unis aussi, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Moi, j'ai voyagé dans le cadre de mes études en Allemagne, juste à côté à Constance, pas très loin de Munich en fait, et de Zurich qui est en Suisse, parce que je parlais un petit peu allemand, donc c'était une évidence d'aller là-bas. Et sur des voyages personnels, eh bien souvent je suis allée revisiter ma famille au Cameroun. Récemment, j'ai été en Asie. En Thaïlande. Je crois que c'est à peu près tout. Après, j'ai visité aussi l'Europe. J'ai beaucoup visité aussi la France quand je faisais ce qu'on appelle le Tour de France pour aller passer les oraux dans plein d'écoles pour se donner la chance d'être prise dans une école. Donc, ça a été des voyages qui étaient très formateurs. Donc, voilà. Merci beaucoup, Aria, Barry et Ségolène. Merci. Je voudrais remercier nos partenaires aujourd'hui, la région Nouvelle-Aquitaine, les ambassadeurs métiers, la ville de Bordeaux, la Massif, le département de la Gironde, TBM, le CFA Bâtiment et Chambre des métiers, la CAF, l'Académie Nouvelle-Aquitaine et la bibliothèque Mériadec où nous nous trouvons aujourd'hui. Un petit mot juste pour la fin, une citation, un message, quelque chose? Une citation. J'en ai pas mal, mais je vais peut-être reprendre la citation de Nelson Mandela, qui est notre mantra. C'est que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que, en fait, votre instruction, ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est qu'un départ. Ça ne définit pas forcément qui vous êtes et qui vous serez demain, mais ça vous permettra de pouvoir échanger avec le monde en fait, et voilà, pouvoir apporter des solutions comme c'est mon ambition aujourd'hui avec The Smart Keys par exemple. Donc je vous souhaite tout le meilleur et je reste disponible si vous avez d'autres questions, et voilà. Moi je dirais je vais dire amusez-vous, c'est peut-être pas le bon mot. Non, vous êtes au moment où en fait vous pouvez faire le plus de choses. En fait, c'est au moment charnière qui c'est un peu
nul que ce soit si tôt, mais vous êtes au moment où vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez de votre vie, à peu près, hein, vraiment. Et donc ouais, je vous dirais, essayez de charbonner un peu. Prenez le temps quand même de vous amuser, d'avoir des potes et de prendre du plaisir parce que c'est les moments les plus cool de votre vie en général. Ça y est, je suis vieux. Oh pardon, j'ai fait une phrase de vieux. Et ouais, vraiment, c'est le meilleur moment pour essayer des choses, tenter des trucs. Si vous ratez, c'est pas grave. Vous avez un filet de fou, vous êtes chez vos parents, donc vraiment essayez des trucs et tout ça. Voilà. Merci, bonne journée à tous. Merci.